Professeur Mathias Eric Owonangini, un petit tour dans l'histoire. Je prends seulement à partir de 92, nous allons à l'élection présidentielle. Il y a une opposition forte, dirigée des mains de maître par Ni John Frondi, paix à son âme. L'opposition échoue. Nous repartons en 1997 avec toujours une opposition. Elle échoue. En 2004, on repart, l'opposition échoue. Nous sommes maintenant en 2018, si je dois aller un peu plus vite. L'opposition échoue. Où est-ce que je vais arriver? C'est pour faire comprendre que à toutes les élections présidentielles qui ont été organisées au Cameroun, l'opposition a toujours échoué. Vous êtes politologue. Cela devrait quand même vous amener à vous interroger. Qu'est-ce qui fait problème? C'est cette opposition qui n'est pas structurée, ou alors c'est le RDPC qui est vraiment un parti fort et qui a tous les atouts de gagner toujours des élections présidentielles, pour ne prendre que celle-là. Bon, s'il fallait faire un examen de la situation, la dynamique de reproduction de l'échec des groupes d'opposition renvoie certainement à des facteurs qui sont internes à ces groupes et renvoie aussi aux facteurs externes et environnementaux qui renvoient à la position du groupe qu'ils essayent de mettre en question, qui est le groupe gouvernant. Donc, l'analyse à faire, c'est de prendre donc toutes ces élections et de comprendre pourquoi à chaque fois il y a échec, tout en notant qu'évidemment le contexte politique de l'échec n'est jamais le même. 1992, c'était une situation précise. Oui. Le Cameroun rentre à nouveau dans la démocratie pluraliste. Le RDPC lui-même n'a jamais affronté la concurrence, donc lui-même tâtonne. Les formations d'opposition tâtonnent aussi, mais elles ont, dans le rapport de force de l'époque, bénéficié de la prémobilisation qui était la période des villes mortes, qui leur a permis donc de construire une convergence. Et ce n'est pas pour rien que de toutes ces élections présidentielles, celle d'octobre 92 a été la plus compétitive. Par la suite, l'opposition se désagrège. Chacun tente sa chance dans des conditions où le RDPC lui a tiré les leçons de la première confrontation et a donc consolidé sa stratégie de riposte face à la concurrence. En 2000, notamment en 97, où l'opposition est divisée, il y en a qui vont, et le gros des forces, les forces significatives ne vont pas à l'élection présidentielle parce qu'elles ne sont pas d'accord avec les règles du jeu. Boycott. Et ça donne donc l'occasion au RDPC de restaurer une position plébiscitaire. Et ça modifie complètement le rapport de force politique qui, jusqu'en 1996, était assez difficile pour le RDPC, même s'il restait en position majoritaire. Sur certaines élections, il a été clairement mis en difficulté, comme les élections municipales de janvier 1996. En 2004, l'opposition tente à nouveau de construire une coalition forte, mais il y a encore une fois un échec, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur la bonne formule. À la fois, il y a un problème de définition du leader qui doit être le chef de la coalition. Il y a un problème de définition des orientations sur lesquelles la coalition doit être fondée. Et il y a aussi un problème de prise en compte des rapports de force préalables qui font que le parti qui, du point de vue de ce rapport de force, est le mieux situé, estime qu'il n'y a pas de logique que ce ne soit pas son leader qui soit le chef de la coalition. Et, encore une fois, ça conduit à l'échec. Et cet échec, il est expressif parce que, justement, le leader du SDF, le défunt John Frondi, arrive devant le candidat de la coalition qui a été, à l'époque, Adamou Ndamdjoya. Encore une fois, l'opposition échoue. En 2011, les conditions sont différentes et l'opposition perd encore. En 2018, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent dans le jeu. Ces acteurs-là n'ont pas suffisamment d'expérience
Et certains de ces nouveaux... par exemple. Pas le seul. Comme celui qui est sur le plateau. Oui, il n'est pas le seul à ne pas avoir d'expérience. Et là, c'est pas un péché, ce n'est juste qu'un fait. Et à ce moment, il y a un de ces leaders qui, en réalité, dès le départ, inscrit l'opposition dans une dynamique d'échec. Vous voulez parler de qui? Vous savez lequel, le leader du MRC. Ah, d'accord. Parce qu'il construit l'interaction politique de façon à rentrer d'abord en compétition, et en compétition sévère avec les autres leaders d'opposition. Et évidemment, ça... Vous pensez que c'est à partir de cet instant que l'échec a débuté? Bien sûr, mais c'était évident. Merci beaucoup donc, pour cette lecture. 2025, maintenant, il faut tirer les leçons, mais peut-être la chose qui est la plus importante. Avez-vous l'impression, lorsque vous venez de nous donner cette histoire sur le plan politique, avec ces nombreux échecs et peut-être les causes des échecs de l'opposition, pour 2025, lorsque vous observez toujours cette même opposition, vous avez l'impression qu'elle a tiré les leçons du passé? Attendons de voir, on ne peut pas encore parler, ce serait prématuré maintenant de savoir si elle a tiré les leçons. Ce qu'on attend de voir, c'est effectivement comment l'opposition, dans sa diversité, se déploie, et en même temps comment elle est capable d'interagir, c'est-à-dire comment les différents leaders peuvent à la fois se situer en tant que producteurs d'une offre politique particulière et en même temps collaborer avec les autres groupes et les autres leaders. Très bien. Mais on ne chute pas, on finit. Je vous ai dit qu'un sphinx finit, il ne chute pas. Mais le problème, c'est que précisément l'opposition me semble mettre trop l'accent sur les transactions, au lieu de mettre l'accent sur la substance. Vous parlez de la substance, c'est quoi? Les transactions, c'est le code électoral et tout. Le problème, c'est la substance. C'est la capacité. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'on pourra avoir une meilleure substance, mais si le jeu à la base est faux, et vous échouez. Le problème, c'est la substance. Mais je ne veux pas rentrer dans des développements trop longs. Le problème, c'est la substance. L'argument de la tricherie, en fait, c'est un cache-sexe. Le problème, c'est la substance. Si vous produisez une substance significative, c'est-à-dire l'offre, une offre structurée, une offre bien construite dans les différents compartiments d'un programme d'action publique, un programme de politique publique, d'un programme de gouvernement. Si vous savez organiser une stratégie pour vendre ce programme, en supposant qu'il y ait même des formes de déloyauté liées à la transaction électorale, vous gagnez nettement en compétitivité politique. Très bien. Mais pour le faire, il faut donc déployer un niveau beaucoup plus important d'intelligence stratégique et politique que ce que les formations d'opposition ont déployé jusqu'ici. Merci beaucoup. Quelqu'un dira qu'il y a une légère insulte dans ce que vous venez de dire. Hein. Il n'y a pas de stratège dans l'opposition. Il n'y a pas de stratège dans l'opposition au Cameroun. Il n'y en a pas de bon. Il n'y en a pas de bon. J'ai 40 ans de vie politique. Y compris vous-même. Oui, laissez-moi parler. J'ai 40, c'est un peu question d'humilité. J'ai 40 ans de vie politique, j'ai été à 3 élections. J'ai été élu 2 fois. J'ai vu comment les partis politiques, et l'un des plus grands dans le SDF où j'étais, où je suis entré à la base, j'ai gravi les échelons en gagnant les élections jusqu'à arriver au sommet du parti, au comité exécutif national. J'ai vu comment on prépare les élections. Ici, peut-être pour la première fois, je vais féliciter Cabral Libye dans une petite partie de son propos qui a traduit une humilité qu'il n'a pas beaucoup. Ah bon? Quand il dit qu'ils n'ont pas tiré les leçons, il dit la vérité. Et quand il dit qu'il faut tirer les leçons, il dit la vérité la plus implacable que les partis politiques de l'opposition ne veulent pas assumer. Et c'est la plus grande faiblesse. Les élections se déroulent, on a un narratif bien arrangé au départ, c'est qu'on a triché, personne ne vous dit aux élections que il y avait là en 2018, là en 2018,
il y avait 26 260 bureaux de vote au Cameroun. Il faut savoir que chaque bureau de vote a au maximum 500 personnes. Et que tous ceux qui tempêtent à croire que si aux 6 600 000 inscrits en 2018, on ajoute 2 millions d'inscrits, c'est ça qui nous fait gagner. C'est ce type de raisonnement à l'emporte-pièce qui montre que nous n'avons pas de stratégie. Si vous passez le corps électoral à 8 000 inscrits, divisé par 500 pour voir au minimum combien de bureaux de vote vous aurez. Nous avions 26 260. Aucun parti politique ne vous dit sur les 26 260 là, j'ai couvert tant. En 2013, à l'avant-dernière élection présidentielle, c'était en 2011. Le SDF qui avait couvert le plus grand nombre de partis, il y avait 24 000 bureaux de vote. Le SDF en avait couvert 11%. Pardon, pas 11%, 11 000 bureaux de vote. Regardez le nombre de bureaux de vote où nous étions absents. Nous qui nous plaignons a priori de la fraude électorale potentielle. Qu'est-ce que ce discours que je tiens veut dire? Il veut dire que quand les élections passent, personne, ni en coalition, ni individuellement, personne ne s'assoit pour analyser les causes objectives de nos échecs. On ne le fait pas ici. Chacun explique comment on a fraudé. C'est pour ça que personne ne vous dit. Les dernières élections législatives et municipales, moi j'ai fait cette étude en 2018, que j'ai d'ailleurs intitulée « L'opposition camerounaise, réalité des échecs à répétition ». Quelle perspective pour 2018? Étude des caractéristiques intrinsèques des partis politiques de l'opposition. Parce que les partis ont des caractéristiques. Est-ce que vous savez par exemple que sur les 360 communes qu'il y a au Cameroun, 115 communes, il n'y avait aucun candidat de l'opposition dans 115 communes. Les 115 communes-là représentaient 3000 et poussières de sièges de conseillers municipaux sur les 10 626 qu'il y a au Cameroun, que le RDPC avait déjà engrangé avant qu'on ne siffle le début de la campagne électorale. Ça traduit les caractéristiques intrinsèques de faiblesse dans la couverture de l'espace électoral. Est-ce que vous savez que sur les 85 sièges, pardon, les 85 circonscriptions qu'il y avait en 2020 aux élections législatives, là, il y a 85 circonscriptions. On va chuter les Libello, oui. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a 17 circonscriptions où aucun parti de l'opposition n'a présenté de candidat? Alors, et que les 17 circonscriptions... Attendez, je termine, s'il te plaît, tu vas poser ta question. Et tu sais combien les 17 circonscriptions où nous sommes absents, tous partis confondus, y compris ceux de la majorité, qui sont liés au RDPC. On est absent dans 17 circonscriptions sur 85. Tu sais combien de sièges à l'Assemblée nationale les 17 circonscriptions représentent? 36. C'est-à-dire qu'avant de commencer, le RDPC, parce que nous sommes incapables de couvrir toutes les circonscriptions, le RDPC a déjà engrangé 36 sièges au départ. Vous voyez donc que quand on le dit aux partis politiques, pour arriver à la conclusion que comme chaque parti politique a des limites structurelles, il faut qu'ils mettent ensemble leurs énergies. Sur le plan humain, les partis politiques ne sont pas capables, ils n'ont pas la ressource humaine. Chacun vient sur un plateau démontrer que oui, lui il est entré sur le terrain. Tout ça, c'est du pipeau. On va voir en 2025. Merci. Il y a 3600 communes. On verra en 2025. Et la campagne électorale, je vous avertis, vous tous, la campagne électorale va se faire. Si vous refusez de vous mettre en coalition,
la campagne électorale de 2025 va se faire sur les caractéristiques de chaque parti. On dira combien de listes chacun a, combien de sièges de députés chacun est en train de chercher. On dira combien de communes chacun est en train de chercher à gagner. Parce que quand le RDPC cherche à gagner 360 communes, tu vas voir quelqu'un qui est sur les plateaux, qui tempête de midi à matin et qui cherche à gagner 3 communes. Si tu gagnes 3 communes, ou 20, ou 30, ou 40, parce que chacun joue son niveau. Oui, c'est ça que je dis. Comme chacun joue dans son niveau, mettons donc nos énergies ensemble pour que dans le nom équilibre, toi tu vas jouer ton niveau là-bas. Mais quand on est ensemble, ta victoire sera la nôtre. Très bien. Comme tu es bon dans le sud-ouest, mettons-nous ensemble. Comme ça, ta victoire dans le sud-ouest est conçue comme la victoire de nous tous. Quand tu vas aux élections législatives, toi tu es en train de chercher 12 sièges. Quel est l'intérêt que j'ai, moi qui cherche aussi 12 sièges, ou 14, ou 20, à aller dans la même circonscription? Quand on a parlé de la substance, je crois que c'est de ça qu'il parle. L'absence de stratégie pour battre un adversaire commun. Chacun gosse, chacun monte sur ses grands chevaux pour donner l'impression qu'il est en train de faire quelque chose. Parcourir le Cameroun pour demander aux gens de s'inscrire sur les listes électorales, c'est augmenter le nombre de bureaux de vote. Augmenter le nombre de bureaux de vote, c'est augmenter la difficulté qu'il y aura à surveiller ces bureaux de vote. Aucun parti, avec tous les orgueils que je vois les leaders politiques exposés sur le parti, aucun parti politique ne peut déployer 26 000 cadres. Parce que pour diriger un bureau de vote, 52 000, aller affronter 52 scrutateurs. Non, oui, bon, ça vous 52. Bon, en général, hein, on met un seul qui surveille les 2 scrutins. C'est compris les bon, alors, on aura là au moins 28 000 bureaux de vote. Statistiques. Pierre Blereux-Yemec, je résume ses propos jusque-là. Un problème de stratégie. Et quelqu'un sur le plateau parlait de coalition tout à l'heure. Le professeur Mathias Eric Onangini nous a expliqué un tout petit peu pourquoi celle de 2004 avait échoué. Alors, vous êtes de ceux qui pensent que, comme nous avons vu dans certains autres pays, que cette opposition camerounaise, en essayant une bonne coalition, elle peut gagner. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas un problème d'orgueil de certains leaders? Alors, vous me prêtez cette pensée ou c'est ce que je pense? Je vous pose une question. Non. L'opposition, prise globalement, a plusieurs fois battu le régime de Paul Biya sans coalition. Ah bon? Oui. Où ça? Au Cameroun. Lors de quelle élection? Au-delà du provincialisme chronologique. En 92. Oui, l'opposition avait battu à quel niveau? Mais l'opposition avait plus de sièges à l'Assemblée. Mais l'opposition, Cabral, vous m'avez posé. L'opposition, c'est un parti politique. Non, mais il a dit globalement pris. C'est ça. Je dois faire une coalition. Ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire. D'abord que c'est le RDPC qui a eu le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Tout à fait. 88. Même au plus fort de l'efficacité de l'opposition, elle n'a pas battu. Aucun parti n'a eu plus de députés que le RDPC. J'ai jamais dit ici qu'un parti d'opposition avait battu le RDPC. Oui, tu ne l'as pas dit. Mais quand tu dis l'opposition, ça conforte une idée dans l'idée. Il y avait une dynamique collective. L'idée que je véhicule oui. est que l'opposition peut battre le RDPC sans coalition. Si j'avais à dire ça à ta place, je dirais que le vote contestataire, tu n'as pas besoin le vote contestataire au Cameroun est plus important que le vote pour le régime. Est-ce que vous allez permettre que j'ai quelque chose à dire sur oui, allez-y, mais je vais revenir sur ça pour complètement vider ce narratif-là de sa substance. Voilà, très bien. C'était très mauvais narratif. Alors, l'opposition a eu, par le passé, prise globalement à battre le RDPC. Tant du point de vue même des élections municipales sur les 300 communes et autres, que sur le point de vue même de l'élection présidentielle, l'opposition. C'est-à-dire que quand on met ensemble les voix de l'opposition, on a vu souvent l'opposition battre le RDPC. Pourquoi l'opposition ne bat plus le RDPC? Ça, c'est mon analyse à moi. C'est parce que le RDPC a vu les fissures par lesquelles l'opposition est passée pour le battre.
Et ces fissures étaient des fissures démocratiques. Du coup, le RDPC a mis sur pied des stratégies antidémocratiques. Quand j'entends dire qu'il faudrait avoir 52 000 représentants dans les bureaux de vote pour protéger le vote des Camerounais, je déduis par là qu'on dit tous Que fait Elekam? que Elekam est une structure de l'État qui travaille pour le RDPC pendant les élections, par exemple. Parce qu'autrement, on n'aurait pas besoin d'un tel déploiement. Plus encore, j'ai essayé de faire moi-même, parfois ici, de petits calculs. Du point de vue pécuniaire même, j'ai dit, si l'opposition devait déployer 50 000 scrutateurs, l'opposition, et qu'elle devait donner 10 000 francs à chaque scrutateur, cela ferait 500 millions de francs seulement, de demi-milliard. Et j'ai constaté que l'opposition pouvait rassembler 500 millions pour déployer les scrutateurs et faire beaucoup d'autres choses. Autre chose que j'ai vu dans le parti au pouvoir, c'est qu'on a enrégimenté les hommes d'affaires. Aujourd'hui, par le passé et dans le monde ailleurs, on voit bien des hommes d'affaires qui peuvent être des hommes d'affaires de l'opposition ou du pouvoir. Mais au Cameroun, votre système est organisé de telle sorte que les hommes d'affaires ne peuvent pas soutenir l'opposition parce que leurs affaires sont tenues par... Il y en a qui soutiennent l'opposition. Mais ils sont obligés d'agir en rat. Et cela, c'est pas ce qui devrait se faire. Et je crois que les comptes des partis d'opposition sont surveillés par un certain nombre d'organismes qui font que le financement doit être plus ou moins clair. Je crois que quand on arrive à une telle situation d'impasse, là maintenant je vais citer Elie Lobe dans son provincialisme chronologique qui nous montrait comment au fil des années l'opposition a perdu en vitesse et en substance, pour lui dire que ce n'est pas parce que le peuple est moins nombreux à voter qu'on a une élection plus légitime, lui le sait. Il a semblé dire qu'il ne fallait pas enregistrer de nouveaux votants. Non, c'est parce que j'ai dit que ce n'est pas ça le combat. Non, mais moi je pense que c'est le combat. Oui, je pense que mais vous avez estimé que je n'ai pas. Non, vous estimez que si on a plus de votants, on aura plus de bureaux de vote. Mais je montre la difficulté liée à ce choix. Non, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas promouvoir les gens à voter. Je dis simplement que ceux qui font de ça, l'accès central de la stratégie, ce choix me semble judiciaire, notamment à l'élection présidentielle. Parce que, en fin de compte, si on enlève la tête qui fait problème, les autres élections peuvent trouver des solutions. Moi, je veux demander à l'opposition de mettre suffisamment d'énergie à prendre la présidence. Même si elle venait à perdre les élections locales, elle sait ce qu'il y a à faire lorsqu'elle aura pris la présidence. Merci beaucoup.